Quel est le grand secret que notre bien-aimé Bray Wyatt voulait qu'on découvre? Notre investigation continue pour peut-être nous emmener dans des zones d'ombre dont on était loin de se douter. Quelle est cette tragédie traumatisante qu'il aurait vécue dans son passé? Qui est vraiment cet Uncle Howdy mystérieux? Prenez-vous un café et continuons à constituer ce puzzle en l'honneur de ce catcheur qui nous manque. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon investigation sur le mystère Bray Wyatt, épisode 2. C'est parti. Par respect pour vous mes amis et par respect pour Bray Wyatt, je me dois quand même de vous mettre en garde que ce qui va suivre, il y a bien sûr une grande part d'interprétation et de théorie. C'est toujours à prendre avec des pincettes. Il y a des éléments tangibles, il y en a, on va dire, qui dépendent totalement de l'avis de chacun sa perception, et évidemment, tout est purement subjectif. Mais ça mérite quand même le détour à mon humble avis, parce que, vous vous en rappelez, la dernière fois on restait sur plusieurs questions très intéressantes, qui étaient en suspens, à partir, vous savez, de toutes ces phrases qui n'avaient pas leur place dans des promos de 2015, autour desquelles Bray Wyatt avait donc créé une sorte de petit jeu de piste, avec aussi des indices avec la suite de Fibonacci, et d'autres éléments de ce genre. On avait pu quand même commencer à constituer un début de puzzle, et des éléments, pas très intéressants d'ailleurs, qui apparaissaient de plus en plus évidents, c'était le fait qu'il y avait une tragédie que Bray Wyatt a vécue à un moment. Alors est-ce que c'est pendant son enfance? Est-ce que c'est un peu plus tard? Qu'est-ce que c'est exactement? Ce qui est certain, c'est que, enfin, c'est pas certain, en tout cas c'est une interprétation, il semble sans arrêt revenir ce concept-là. Et puis, en mettant en parallèle avec, vous savez, ses premières phrases, sa toute première promo à partir de son retour, donc en l'occurrence sa promo à SmackDown le 14 octobre 2022, on avait pu aussi commencer à s'interroger, à explorer certaines pistes autour d'Uncle Howdy. Et je vous propose d'aller encore plus loin. On s'enfonce dans le terrier du lapin, j'ai envie de vous dire, le Rabbit Hole, pour faire un clin d'œil à tous ces QR codes que Bray Wyatt faisait avant son retour, du moins qui étaient censés nous hyper pour le retour de Bray Wyatt et qui déjà contenaient des indices en tout genre. On va s'enfoncer dans tout ça et voir où est-ce que tout ça nous mène, mais dans un premier temps, je pense qu'on doit continuer aussi à explorer ce qui s'est passé, ce qu'il a pu dire comme phrase, notamment des promos, à partir du 14 octobre, justement, dans la continuité de cette première apparition, où déjà, on se demandait, il faisait une promo où il disait qu'il était lui-même, qu'il avait énormément d'amour et de reconnaissance pour nous les fans, mais il y avait ce twist à la fin, où Uncle Howdy apparaissait en disant « mon petit, tu sais pas qui je suis », et on se demandait du coup, est-ce que toute cette promo c'était en réalité destiné à cette figure étrange, intrigante? Qui est vraiment cet Uncle Howdy? C'est une vraie question qu'on se pose et vous allez voir, on va avoir des éléments plus concrets. N'oublions pas non plus que cette figure lui disait que la vie était finie, que en gros il fallait oublier le futur, oublier le passé, de venir avec lui, que la vie était finie. Donc il y avait cette idée de mort. Alors évidemment tout ça fait froid dans le dos quand on sait ce qui est arrivé à Bray à l'été 2023. Mais en tout cas, concrètement, sa promo suivante était le 21 octobre et je vous l'ai retranscrite, voilà ce qu'il a dit. En sachant que cette fois-ci c'était pas dans le ring, c'était toujours Bray qui s'adressait à... Alors la question c'est est-ce qu'il s'adressait à nous ou à Uncle Howdy? Ça reste encore une interprétation. Ce qui est certain c'est qu'il était en coulisses, il y avait son team song en fond, et vous allez voir que certaines phrases, notamment une, se synchronisaient avec ce qu'il disait de manière quand même très étonnante, surtout que on se doute bien que ce genre de moment peut très bien être enregistré en amont et être monté, donc ça veut dire que la musique n'est pas forcément à un tel endroit par hasard. Enfin bref, vous allez comprendre. Il disait, en gros, je confesse que j'ai des problèmes. J'en ai toujours eu. Et il disait notamment, il y a la colère. Et la colère, ça peut m'emmener à des endroits où je veux pas être. Je continue. Ça m'a emmené à un endroit duquel j'aurais pas dû revenir. Donc là déjà, je me permets quand même une petite pause. Bon déjà, il confesse qu'il a des troubles, qu'il a des soucis, peut-être des sortes de démons, qu'il en a toujours eu, et qu'il y a notamment un problème qu'il peut avoir quand il a de la colère, et vous allez voir que ça va connecter avec ce que Uncle Howdy voudra lui faire les semaines suivantes, qui l'emmène à des endroits où il veut pas être. Alors,
Est-ce que ces endroits, c'est des versions de lui-même, des zones enfouies en lui? Est-ce que c'est une image, ces endroits-là, ou est-ce que c'est un lieu physique où il n'a pas envie d'être? Et en sachant qu'il y a déjà été. Et surtout, qui dit le fait qu'il n'aurait pas dû en revenir, est-ce que ça veut dire que... Est-ce que ça aurait pu être par exemple quelque chose où il aurait dû être condamné à vie à y rester? Est-ce que c'était la mort, tout simplement? Est-ce qu'il est passé proche de la mort, de l'enfer? N'oublions pas qu'il y avait largement des références au diable et à l'enfer la dernière fois. Enfin bref, continuons. Je voulais qu'on me laisse tranquille. J'avais besoin de vous. Maintenant, je vois, je sais qui vous êtes. Alors là, à mon humble avis, parce que vous savez en anglais, you, ça peut être vous ou tu. Je pense plus qu'il s'adresse à Uncle Oddie, personnellement. Je pense plus que c'est dans le sens, je sais qui tu es, je sais ce que tu es, il dit juste après, je sais ce que tu essayes de faire, et c'est là que ça fait quand même très bizarre la musique. Au moment où Bray dit, je sais ce que tu essayes de faire, qu'est-ce qu'on entend en fond dans son fameux theme song, qui en plus était nouveau, hein, qui venait d'apparaître à l'automne 2022. Il y avait la phrase, Die for me, brother. Vous savez, c'est le début du refrain de son morceau, meurs pour moi, mon frère. Vous vous rendez compte quand même, comme c'est fou? Est-ce que c'est le pur hasard? Et la question qu'on se pose, c'est, est-ce que justement, si on synchronise ce que Bray était en train de dire, est-ce que Uncle Oddie voulait que Bray se sacrifie pour lui, alors meure pour lui, ou alors, à défaut de mourir physiquement pour lui, lui donne son âme et meurt en quelque sorte spirituellement pour lui offrir son énergie, son esprit, son âme? Interprétation de chacun, encore une fois, mais ensuite il disait « mais ça ne marchera pas ». Donc il s'oppose quand même en quelque sorte à Uncle Oddie, hein. Il veut pas le laisser faire, il veut pas a priori donc peut-être se sacrifier pour lui, et il disait « je confesse que pendant ce voyage, je vais faire des choses horribles, mais je m'en voudrais pas ». Alors là, personnellement je trouve que ce morceau de la promo est quand même un peu étonnant parce qu'il va pas trop avec le reste. On sentait un Bray peut-être plus apaisé, plus tranquille, en paix, qui s'opposait à Uncle Oddie, mais qui, justement, l'a dit « je vais faire des choses horribles ». Donc finalement, va-t-il quand même être un esclave de cet Uncle Oddie? Parce qu'il dit après « je suis juste un serviteur maintenant, je vais où le cercle m'emmène ». Et il faisait un clin d'œil. Rendez-vous compte à quel point, là déjà, beaucoup d'éléments. En tout cas, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a une figure de son passé, qui pourrait être cet Uncle Oddie, a priori plutôt démoniaque, qui pourrait aussi peut-être venir d'un certain endroit, qui veut l'attirer à nouveau, auquel il a déjà été, mais dont il a réussi à s'enfuir, en quelque sorte, qui veut l'attirer à nouveau, qui le hante, qui veut faire de lui son serviteur, et qui a déjà eu une emprise sur lui, et qui aimerait l'avoir à nouveau. Alors, ça déjà, on commence à peut-être avoir déjà des idées, des intentions d'Uncle Oddie, et c'était encore plus clair, je trouve, dans les semaines suivantes. Hein. Là, on s'intéresse à toute la période, vous savez, qu'elle est jusqu'au Royal Rumble de 2023. Alors, pour vous la résumer, sachez que Uncle Oddie voulait, en quelque sorte, revoir un Bray Wyatt qui était cette sorte de tueur, de visage de la peur qu'il était avant, qui voulait pas d'un Bray pacifique, réconcilié avec lui-même, en paix, épanoui. Non, on avait un Uncle Oddie qui semblait vouloir pousser Bray vers la colère, et à travers notamment des confrontations avec LA Knight. Alors c'est vrai que je vous avoue que personnellement, je me demandais à la base qu'est-ce qu'il foutait là, ce LA Knight, dans cette histoire de Bray, mais en fait, ce qu'on verra à travers leurs interactions, c'est que des conversations cordiales entre LA Knight et Bray évoluaient quand Bray n'était pas capable de contrôler sa colère face à, par exemple, l'arrogance d'un LA Knight. Parfois, il avait comme ça des accès de violence, et il avait son ancien lui, du moins ses anciennes habitudes, qui pouvaient revenir. Et il avait beaucoup de mal, en tout cas de plus en plus de mal, à gérer ces émotions-là, à gérer ces pulsions-là, et Uncle Oddie clairement représentait, en tout cas, cette facette plus colérique, plus violente d'un Bray du passé, qu'il a déjà été dans le passé. Et on avait aussi l'impression qu'il y avait plus que ça, en fin de compte, parce que sachez que Uncle Oddie a aussi attaqué Bray Wyatt. Alors là, ça veut dire que c'est pas seulement un manipulateur qui veut le pousser à faire des choses, non, il veut carrément lui prendre lui-même des choses. Alors,
Là, mon interprétation, par exemple, là, dans ce cas précis, c'est que, c'est pour ça que je vous parlais d'énergie tout à l'heure, c'est que quand on se dit que, alors on va en parler, hein, que Bray, dans le passé, a déjà raconté cette histoire selon laquelle le personnage de Bray Wyatt serait une sorte d'esprit qui aurait pris la possession du corps de Husky Harris, le premier nom de son personnage quand il était dans la Nexus. On se dit que ce Bray, c'est déjà une sorte d'esprit, une sorte d'énergie à la base qui a quelque sorte pris possession de Bray d'ailleurs, enfin de Husky Harris, en sachant d'ailleurs que vous savez, une des toutes dernières apparitions de Husky Harris, c'est une blessure à la tête causée par Randy Orton. Dingue hein, quand même tout ça. Enfin bref, en tout cas, Uncle Howdy qui attaque Bray, je vois ça personnellement comme une tentative d'extraire du pouvoir de lui et de s'en nourrir, et que Uncle Howdy, surtout peut-être en tant qu'entité, en tant que démon, en avait peut-être besoin, le voulait. Enfin bref, en tout cas, il y avait aussi, bon ça c'est plus symbolique qu'autre chose, je pense, une interaction avec l'Undertaker, hein, début 2023 pour le 30e anniversaire de Raw. On se rappelle d'ailleurs que Bray avait pas voulu révéler ce qu'ils se sont dit, par contre que ça restait entre lui, en gros, l'Undertaker et Dieu et le diable, donc a priori des choses assez spirituelles. En tout cas, sachez qu'il avait affronté LA Knight au Royal Rumble, et ce qui était quand même le plus intéressant selon moi, à part bon, tous ces visuels absolument hallucinants, bon, on peut regretter le placement de produit, mais bon, ça c'est pas la question. Il y avait quand même le fait que il y avait un moment où Uncle Howdy apparaissait, et on avait l'impression que Bray devenait enfin la marionnette d'Uncle Howdy dans ce match. Et en gros, on s'est servi d'Howdy pour attaquer LA Knight, alors que donc lui et toutes les différentes marionnettes de la Firefly Funhouse regardaient. Donc on avait l'impression, en quelque sorte, qu'il cédait aux demandes de Howdy en revenant à de la violence, en revenant à de la cruauté. Et à ce moment-là, on se dit, tout ça, c'est bien évidemment symbolique. Et personnellement, je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il avait dit dans une promo il y a bien longtemps, parce que c'est vrai qu'on se dit figure masculine a priori du passé de Bray Wyatt, qui aurait voulu faire de lui, qui a déjà fait de lui sa marionnette, qui est a priori quand même assez vicieuse, qui peut vouloir son énergie et sa lumière en quelque sorte pour la mettre à son service à lui. Tout ça, on pourrait se dire, bon bah ça veut dire que peut-être que dans son passé, il y a une figure comme ça qui a vraiment eu cette influence sur lui, et une première théorie que j'avais moi personnellement, c'est que ça pourrait être peut-être son père. Alors je dis pas ça par hasard bien sûr, sachez que si vous guettez attentivement le compte Instagram, quand il était actif évidemment, de Bray Wyatt, vous pourrez remarquer certaines publications qui avaient l'air vraiment de compter pour lui, où il faisait des grandes déclarations sur son évolution en tant qu'être humain, sur son amour du catch, sur lui-même, en gros, ses progressions, etc. Et souvent, il pouvait parfois dire « oui, je t'aime Jojo », sa femme, il pouvait parler de différents proches, mais un abonné absent à chaque fois, c'était son père. Jamais, en gros, dans les publications qui semblaient lui tenir à cœur, il parlait de son père. Or, on peut connecter avec une promo qu'il avait fait le 15 mars 2012, à l'époque où il était encore à la Florida Championship Wrestling, donc pas encore dans le roster principal. Est-ce que vous saviez qu'il a dit en promo, en sachant que c'était la toute première apparition du personnage de Bray Wyatt, il a dit, alors évidemment, c'est la promo d'un personnage, mais personnellement je pense que il faut décrypter, interpréter ce qu'il dit, et voir en quoi ça peut être lié à sa vraie vie. Écoutez ça. J'ai été élevé à Lafayette, en Louisiane. Mon père, il est le capitaine de son propre bateau à crevettes. Il dit, je détestais mon père. Il était un vieil homme méchant, mon père. Il a pris, alors il parlait de lui à la troisième personne, un Bray Wyatt âgé de 8 ans et l'a retiré de l'école. Il pensait que j'avais pas besoin d'apprendre avec les autres enfants. Mais un jour, le bateau de mon père a pris feu. Et il a coulé dans l'océan avec lui. Et je suis parti à un moment, mais Bray Wyatt, il a appris à lire. Et j'ai commencé avec différents livres, un qui s'appelle Sea Spot Run, et ensuite, c'était Clifford, The Big Red Dog. On remarquera qu'il aurait pu faire 10 000 références, hein. Il aurait pu parler de plein de livres à gogo. Mais pourquoi
Alors, 6 Spot Run, et pourquoi Clifford the Big Red Dog? Pourquoi? Après, c'était The Good Book, la plupart du temps. Après, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que ce monde aimait balancer un petit pion blanc qui sert à rien comme Bray Wyatt. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je suis pas un moins que rien, et je suis meilleur que vous tous, et je ne veux pas être ce type-là. Et je voudrais pas non plus être le premier type qui va aller dans le ring contre moi. Je voudrais pas être toi, parce que je vais prendre plaisir à te voir brûler, mec. Tout comme mon père. Viens avec moi, le temps est de mon côté. Rendez-vous compte comme elle est complètement folle, cette promo. Ce qu'on y décrypte déjà, c'est que le personnage de Bray Wyatt avait des soucis avec son père. Ça, c'est évident. Il le détestait, il était heureux de le voir mourir. On peut même se demander s'il n'a pas joué un rôle dans sa mort, en brûlant son bateau. En tout cas, à partir de là, je pense que ça vaut le coup qu'on s'intéresse au père de Bray Wyatt dans la vraie vie. Et aussi, avant de passer sur ça, qu'on continue un tout petit peu sur tout ce qu'on sait dans la fiction, bien sûr, du père du personnage de Bray Wyatt. Parce que, évidemment, au fil du temps, hein, au fil de ses promos, au fil des vignettes, il y a toute une histoire qui s'est créée, tout un storytelling sur la vie de ce Bray Wyatt, et je parle bien, attention, le personnage Bray Wyatt. Mais il y a bien sûr des connexions avec Wyndham Rotunda, l'être humain qu'il est dans la vraie vie. Et sachez que, donc, a priori, en constituant, à partir de toutes les promos qu'il a faites, l'histoire de sa famille, il aurait donc tué ses parents dans un accident. Enfin, en tout cas, il y a l'interprétation soit qu'il les a tués, soit qu'il a pris plaisir à les voir mourir. En tout cas, une histoire comme ça. Et à partir de là, le personnage de Bray Wyatt aurait rencontré Sister Abigail, vous savez, c'est le nom de sa prise de finition aussi, qui serait une sorte de démon dans le corps d'une femme. Et donc c'est à partir du moment où il aurait tué ses parents et se serait retrouvé sans famille, qu'il aurait été recueilli, lui et sa famille à lui, hein, à Bray, par Sister Abigail, qui ensuite l'a éduqué sur le monde et lui a appris tout ce qu'il sait. Et c'est ce qu'on a pu voir dans le personnage de Guru, leader de la Wyatt Family à partir de 2013, toute la vision du monde de Bray, un monde très froid, très cruel. Et rappelez-vous par exemple à quel point il voulait confronter John Cena face à son hypocrisie en 2014, qu'il était un menteur sur sa vision du monde. Bref, à en continuer donc cet univers qu'il a donc présenté à nous à travers des promos, on relève aussi que, a priori, donc Bray et ses proches auraient été emmenés dans une cabane dans les bois où ils ont vécu les années suivantes. Vous savez, c'est la fameuse maison, le Wyatt Compound, que Randy Orton brûle en 2017 dans leur rivalité. Mais Sister Abigail disait toujours à Bray et au reste de la famille de se méfier du Man in the Woods, l'homme dans la forêt. Alors ça, rappelez-vous, ceux qui étaient déjà là d'ailleurs, si vous y étiez, bel esprit à vous, vous êtes au top si vous y étiez. À l'époque où j'avais rendu ces hommages, juste après le décès de notre Bray bien-aimé, vous vous rappelez sans doute qu'il avait fait cette promo jadis où il décrivait un personnage qui ressemblait déjà au Fiend des années avant de devenir le Fiend. Et ce Man in the Woods, c'était en réalité le Fiend. Enfin bref, pour revenir à ces figures masculines du passé de Bray qui pourraient potentiellement être Uncle Howdy, en tout cas que Uncle Howdy pourrait représenter, on se dit, il y a peut-être son père donc, Mike Rotunda, pourquoi pas aussi son grand-père, Blackjack Mulligan, ou alors ses oncles, Barry et Kendall Wyndham, qui sont tous des catcheurs, hein. Donc des figures potentiellement quand même physiquement puissantes et imposantes. Je vous invite à les regarder en photo pour voir à quel point c'était probablement des hommes très costauds. En tout cas, si on s'intéresse à Mike Rotunda, c'est là que ça devient quand même de plus en plus, on va dire, intéressant. Sachez que Mike Rotunda, il avait été plusieurs fois à la WWE, alors il avait été une période d'abord dans les années 80, mais il avait quitté pour aller en Floride, où il avait eu en gros un passage dans la National Wrestling Alliance. Alors, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant là-dedans? C'est que il s'était allié, au moment de faire un heel turn,
avec un certain Kevin Sullivan. Alors, est-ce que ça sonne une cloche dans votre tête? En tout cas, il formait un groupe qui s'appelait le Varsity Club avec Kevin Sullivan. Attendez 2 petites minutes, puisque alors j'aimerais aussi rappeler donc que par la suite, il retournera quand même à la WWE où il jouera le fameux contrôleur des impôts, hein, IRS, mais on le reverra encore une fois avec Kevin Sullivan plus tard, en 1999, en sachant que on y devine une relation hein, avec ce Kevin Sullivan qui alors est une figure quand même sacrément controversée. Alors on se pose la question, est-ce que Mike Rotunda, ayant travaillé à plusieurs reprises de manière quand même assez proche avec Kevin Sullivan à travers le temps, est-ce que Mike Rotunda est un ami de Kevin Sullivan? Est-ce qu'il est proche de lui? C'est possible. Alors attendez justement la suite. Sachez que alors, ce Kevin Sullivan, il était réputé pour avoir un personnage très ténébreux. En gros, à l'époque où, vous savez, il y avait ce qu'on appelle la satanique panique en Amérique, vous savez, il y avait le Charles Manson, là, enfin en gros, il y avait le satanisme qui faisait peur aux Américains. En tout cas, ça devenait un vrai sujet public. Et sachez qu'il avait exploité tout ça pour jouer un personnage qui, clairement, vénérait le diable et qui se revendiquait comme étant une force obscure. Alors, en sachant qu'il n'était pas non plus très imposant et inquiétant physiquement, toute la peur qu'il pouvait engendrer Kevin Sullivan venait de son personnage qui était, en gros, quelqu'un de bizarre et de vraiment dévoué à Satan. Alors, sachez que, pour vous donner quand même une idée du sérieux de ce Kevin Sullivan et à quel point c'est quand même pas à prendre à la légère, sachez que Jim Ross, plus grand commentateur de tous les temps, avait expliqué que la raison pour laquelle Kevin Sullivan n'a jamais été intégré à l'équipe créative de la WWE dans sa carrière, c'est parce que des personnes croyaient vraiment qu'il était un Satan worshipper. En gros, un type qui vénère vraiment pour de vrai Satan. Donc, alors évidemment, lui-même l'a souvent nié, en même temps, pourrait-il faire autrement? Vous imaginez quelqu'un dire publiquement « oui, je vénère Satan » Non, évidemment qu'il ne le ferait pas. Mais Jim Ross l'a quand même dit. Donc là, on a quand même un élément concret. En tout cas, ce qui est aussi à souligner avec ce Kevin Sullivan, c'est que son personnage ressemblait étrangement à ce que Bray Wyatt sera à la WWE. On sait par exemple que Bray, au tout début de son run dans le roster principal, était le leader d'un culte. Sauf que, à l'époque, Kevin Sullivan, il était le Prince of Darkness, et était aussi le leader d'un culte, de l'armée des ténèbres. Et là, je cite que les noms des personnages. Hein. Et surtout, Kevin Sullivan, qui était le Prince of Darkness, contre qui il a eu une feud? Il a eu une feud contre le père de Bray, mais aussi son oncle, et ses 2 oncles même, et aussi son grand-père. C'est là que ça devient quand même assez inquiétant. Kevin Sullivan, qui avait déjà donc beaucoup de ressemblances avec le personnage de Bray, a donc eu une guerre, catchesque certes, mais avait-elle plus de subtilité avec donc le père, le grand-père et les oncles de Bray Wyatt. Et c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir un Bray Wyatt s'inspirer autant. D'ailleurs, je vous invite à comparer, à voir les promos et le comportement de Kevin Sullivan à l'époque et de comparer à Bray. C'est vrai que c'est clairement une source d'inspiration. Et c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir un Bray s'inspirer de ce type qui a priori quand même donné autant de cicatrices à sa propre famille. Donc y a-t-il quelque chose là-dedans d'assez étrange? Attendez la suite. J'aimerais tout simplement vous lire une promo que Kevin Sullivan avait faite au moment où il était en pleine rivalité avec les ancêtres de Bray. Écoutez-moi ça. J'ai été emmené par Abu Dane. Bon, ça c'est a priori un peu une sorte de figure à la Uncle Howdy peut-être de Kevin Sullivan. J'ai été emmené par Abu Dane à la 13e marche de la 13e pyramide. Il parlait à l'annonceur Gordon Solie quand il disait ça. J'ai mâché le cookie cosmique et je suis allé à la rivière de l'Amazone de mon esprit où j'ai rencontré Og, le gardien de la clé. Et il m'a dit « Les dernières étapes sont prêtes pour la guerre avec la famille. » Alors la famille de laquelle il parlait là, à ce moment-là, c'est celle de Bray. C'est Blackjack Mulligan, Barry et Kendall Windham et Mike Rotunda. Et c'était en gros une guerre
qui avait lieu dans des shows télévisés, bien sûr, à travers toute la Floride, qui captivait les fans à une époque. Et je continue à le citer, maintenant, les pouvoirs se sont alliés, enfin, se sont combinés, et la dernière ligne est tracée, parce qu'on ne peut pas continuer à coexister dorénavant. Et Sullivan disait, c'est là pour moi la phrase la plus marquante, c'est les enfants de la lumière, et ça c'est ta famille, il s'adressait à Blackjack Mulligan à ce moment-là, contre les hommes des ténèbres, et les hommes des ténèbres ont toujours gagné. Intéressant, quand même, hein. Là, donc, à en décrypter un peu tout ça, déjà je trouve que tout est vraiment très 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 perturbant. On est quand même dans une promo de catch, et là il y a tout un grand délire qui va quand même loin dans l'obscurité, on va dire. Mais bon, la phrase, en gros, que la famille de Bray, vous êtes les enfants de la lumière, et nous, on est les hommes des ténèbres, et on peut pas coexister, quand même assez étonnant. En tout cas, sachez que, puisqu'on parle de ce personnage de Kevin Sullivan, on ne peut pas faire abstraction d'une théorie qui existe sur lui, et qui concerne directement la mort de Chris Benoit. Alors là, une fois de plus, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite il y a quelques temps sur les théories du complot dans le catch. Alors elle existe, hein, cette théorie, et elle sort pas de nulle part, il y a plein d'éléments qui le montrent. Chacun fait son interprétation, évidemment, il n'y a rien de factuel, c'est uniquement des spéculations, mais c'est quand même une théorie qui existe, selon laquelle Chris Benoit ne se serait pas suicidé après avoir tué sa femme et son fils, mais que toute la mort de Chris Benoit et de sa femme et de son fils serait l'œuvre de Kevin Sullivan, et que ce serait lui le coupable de l'assassinat, mais que tout aurait été déguisé comme un suicide, et donc un Chris Benoit qui serait devenu fou. Et alors évidemment, Kevin Sullivan, forcément, a toujours nié quoi que ce soit, a toujours dit que tout ça était absurde, qu'il n'était pas du tout satanique, qu'il était même catholique. Bon, de toute façon, évidemment qu'il dirait ça. En tout cas, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que on voit en tout cas une sorte de guerre entre une figure diabolique et des enfants de lumière, qui alors certes a lieu dans le catch, le monde fictif du catch, c'est sûr, mais est-il vraiment uniquement dans le monde du catch ce conflit? Est-ce qu'il n'est pas du tout dans la vraie vie? On peut se poser la question en tout cas, mes amis, hein, ça c'est clair. Et justement, en voyant tout ça, on se dit, on peut quand même se dire que, alors déjà que ce Kevin Sullivan a quand même assez d'importance, mine de rien, dans l'analyse de Bray, aussi bien en tant qu'inspiration qu'en tant qu'ennemi traditionnel de ses ancêtres. Et alors la question c'est, a-t-il eu une influence sur des ancêtres en les attirant peut-être dans du satanisme? Qui sait? Parce que n'oublions pas que là, Uncle Howdy, qui serait donc peut-être une figure, un oncle ou le père de Bray, serait quand même a priori responsable de certaines choses sombres dans la vie de Bray, vers lesquelles il souhaite le réattirer. Alors là, je me suis posé la question, ok, on a tous ces éléments. Clairement, il y a quelque chose à creuser du côté des oncles et du père de Bray. Alors on sait que le père a donc ce lien avec Kevin Sullivan assez étrange, qu'il y a cette histoire autour de ce sataniste, et on se pose la question, pourquoi, alors, si ça aurait été le père de Bray qui aurait été représenté à travers Uncle Howdy, pourquoi ils auraient dit Uncle Howdy et pas Papa Howdy ou Daddy Howdy? C'est vrai que je me dis, rien n'étant anodin avec Bray, Uncle n'y est pas par hasard, à mon avis. J'aurais plus tendance à croire, alors oui, on pourrait se dire, oui, il parle jamais de son père, possible, vu en plus le fait en gros qu'il l'ait mentionné en promo qu'il détestait son père, peut-être qu'il détestait effectivement son père, mais que Uncle Howdy ne représente peut-être pas son père, mais plutôt un de ses oncles. Puisque donc il y a Barry et Kendall Windham. Alors, un élément qu'il faut quand même avoir à l'esprit, pourquoi je vais plutôt sur le terrain de l'oncle, c'est qu'en 2023, Bo Dallas, le frère de Bray Wyatt dans la vraie vie, a non seulement dit qu'il aimait énormément Barry Windham, qu'il a essayé de reproduire son propre travail comme lui, et qu'il a même tout fait
Rappelez-vous, Bo Dallas, c'est l'homme le catcheur qui joue Uncle Howdy à la WWE. Hein. C'est lui qui a le masque, c'est lui qui joue ce personnage. Et il a dit, j'ai essayé de m'inspirer au maximum de ses mimiques, de ses comportements, de sa manière de parler. J'ai grandi avec lui et il a vécu avec moi pendant de nombreuses années. Donc, encore autre chose, écoutez ça. Sachez même que le masque d'Uncle Howdy lui-même est modelé à partir du visage de Barry Windham. Et ça, je trouve ça quand même dingue. Ça, je me dis, ça veut dire que ce Uncle Howdy, non seulement purement en termes d'apparence, il est inspiré de Barry Windham, mais en plus, Bo Dallas, le gars qui joue quand même Uncle Howdy et qui est le frère de Bray, nous dit qu'il a tout fait pour lui ressembler. Ça veut dire que il veut essayer de représenter le plus possible Barry Windham. Donc on se dit, est-ce que Uncle Howdy, en plus l'idée d'oncle, est censé être une représentation de Barry Windham? Possible. Alors, on se pose la question, mais pourquoi Barry Windham? Qui est ce Barry Windham? D'ailleurs, j'en profite pour vous glisser une petite info. Est-ce que vous saviez qu'à WrestleMania 39, à l'origine, selon Dave Meltzer, ça vaut ce que ça vaut bien sûr, c'est Dave Meltzer, mais il y avait un plan de faire un match entre Uncle Howdy et Bray Wyatt? Ça veut dire que Uncle Howdy est clairement une figure conflictuelle, on va dire l'ennemi intérieur peut-être de Bray. En tout cas, je continue, parce que je me suis dit, ok, on semble quand même avoir un vrai lien entre Uncle Howdy et Barry Windham, qui est l'oncle de Bray. Mais, donc ça va avec cette idée de Uncle, mais alors pourquoi Howdy? Je me suis dit, est-ce que Howdy c'est totalement gratuit? Est-ce que ça sort de nulle part? Alors là, je vous invite à le faire aussi. Si on creuse, qu'est-ce qu'on voit? En réalité, selon mon interprétation, bien évidemment, Uncle Howdy, le mot Howdy peut faire référence à plusieurs éléments. En fait, on peut voir ça comme une référence à la figure de Captain Howdy. Et cette figure-là, elle apparaît dans plusieurs œuvres d'art, alors aussi bien des films que des livres. Vous allez voir quoi exactement, c'est quand même assez fou, je trouve. Notamment, le film L'Exorciste. Alors écoutez-moi ça. Est-ce que vous saviez que dans le film L'Exorciste, vous savez, le démon, hein, le démon qui s'appelle dans le film L'Exorciste Pazuzu, P-A-Z-U-Z-U, est-ce que vous saviez qu'au tout début de la possession démoniaque dans L'Exorciste, Pazuzu ne s'appelle pas encore Pazuzu, mais Captain Howdy? Assez étrange quand même, hein. Alors évidemment, il y a aussi d'autres éléments, bon, ça vaut ce que ça vaut. Captain Howdy a aussi été un groupe de rock des années 90, une chanson de Twisted Sister, mais aussi un personnage dans un film qui s'appelle Strangeland, qui est d'ailleurs inspiré de cette chanson de Twisted Sister. Alors Strangeland, c'est quoi? C'est vrai que c'est pas forcément très connu. Sachez que c'est un film d'horreur américain de 1998 qui s'intéresse à un détective qui poursuit un prédateur qui sévissait en ligne sur Internet. Qu'est-ce qu'il faisait en gros ce prédateur? Il attirait des jeunes, enfin des personnes qu'il rencontrait en ligne, il les attirait chez lui pour ensuite en quelque sorte leur faire des sortes de rites physiques, notamment une fille dans le film à qui il a mis... Alors, pardon, mais c'est quand même... bon, c'est violent, mais bon, je vous avais prévenu que ça allait être quand même de plus en plus loin. Mais sachez qu'en gros, il avait recousu sa bouche avec des agrafes, en gros, bon, des tortures physiques, comme dans souvent les films d'horreur. Hein. Et sachez que lui, en gros, son idée à ce personnage-là de Captain Howdy dans ce film, c'était en quelque sorte de modifier les corps de ses victimes. En tout cas, clairement quelqu'un de dérangé, complètement dérangé. Et sachez aussi d'ailleurs que le fameux Captain Howdy dans le film L'Exorciste, c'est quand même à noter qu'au tout début de ce film-là, le père Mewin trouve une statue de ce démon dans une fouille archéologique en Irak, et que donc bon, au début donc on y fait référence comme étant Captain Howdy, ça devient plus tard Pazuzu, au fur et à mesure de l'histoire en gros, et a quand même noté que le dénouement de L'Exorciste, c'est que
ce fameux démon réussit, enfin on finit par l'exorciser du corps de la fille qui est possédée, juste après que Mewin, le père Mewin, meurt d'une crise cardiaque, et que le père Damien Carras se sacrifie en attirant le démon dans son corps pour ensuite se jeter de la fenêtre et en gros se tuer et permettre du coup à la fille de ne plus être possédée. Donc d'ailleurs on se pose la question, est-ce que ça veut dire que pour être libéré de ce démon qui était Captain Audi à l'origine, est-ce que la seule clé pour s'en exorciser en quelque sorte c'est de se sacrifier son corps, de sacrifier une vie, à connecter quand même avec non seulement ce que Uncle Audi veut, a priori, à partir du moment où Bray en parle à l'automne 2022, mais aussi son triste destin, malheureusement. En tout cas, je vais peut-être loin, mais c'est une interprétation qui est pas stupide. En tout cas, sachez aussi, pour continuer un peu, que donc, oui, on se pose quand même la question, qu'à Captain Audi, en tout cas, que ce soit dans L'Exorciste ou que ce soit dans Strangeland, avec aussi en plus cette idée d'oncle, on peut directement connecter les éléments et se dire, et si on a affaire ici à un Barry Windham, oncle de Bray Wyatt, qui serait alors soit une sorte de démon qui, en l'occurrence, veut le posséder, ou qui l'a déjà possédé, et qui exige son sacrifice, ou du moins sa soumission totale, et contre qui il peut uniquement lutter en l'affrontant directement, en se sacrifiant pour lui, ou est-ce que, tout simplement, si c'est plus du côté Strangeland, est-ce que ce Barry Windham a un côté un peu dérangé, prédateur? Alors évidemment, il n'y a aucun élément qui le montre, ça c'est purement des interprétations. En tout cas, je vous laisserai sur ça pour cette fois-ci. C'est quand même une avancée dans notre grande exploration, je trouve. Alors évidemment, tout ça est sombre, ça c'est clair et net. Mais en l'honneur de Bray, on doit aller jusqu'au bout et voir où est-ce que ça peut nous mener. Alors là, les questions qu'on se pose désormais, je trouve, dans cette enquête, c'est déjà, alors déjà, est-ce qu'on peut en savoir plus sur Barry Windham? Pourquoi est-il si important dans la vie de Bray Wyatt? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Ou alors, est-ce que si on connecte avec Kevin Sullivan, est-ce que c'est plutôt, en gros, un Barry Windham qui se serait opposé au côté plus Kevin Sullivan? Vraie question, vraie question. En tout cas, on cherchera peut-être à explorer davantage ce lien entre Barry Windham et Bray, et espérons, mes amis, espérons qu'on arrive à aller encore plus loin dans cette grande exploration en l'honneur de Bray, et qu'on finisse par enfin éclaircir pleinement le mystère Bray Wyatt. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables, ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.